j'ai demandé à M. Kaufmann la dernière fois de vous rappeler les termes dans lesquels Kant lui-même, à l'orée de cette étape où nous sommes des rapports de l'homme au bonheur, a cru devoir définir la relation du beau. Certainement, les choses, j'ai pu le contrôler, vous sont parvenues aux oreilles, à cette plainte près que j'ai pu entendre, que la chose ne vous avait pas été en quelque sorte animée par un exemple. Eh bien, je vais essayer de vous donner un exemple. Rappelez-vous les 4 moments du beau tels qu'ils vous ont été articulés la dernière fois. Je vais essayer de vous montrer par un procès gradué ce qui permet de l'illustrer, de le rejoindre. Je l'emprunterai, le premier échelon, à un fait de mon expérience la plus familière. Mon expérience n'est pas immense, tel est ce que je me dis bien souvent. Peut-être n'ai-je pas eu pour l'expérience toujours le goût qui convient. Les choses ne me paraissent pas toujours assez amusantes. Mais tout de même, il se trouve toujours à l'occasion quelques ressources pour imager ce chemin de l'entre-deux où j'essaie de vous mener. Disons, à la différence de M. Test, si la bêtise n'est pas mon fort, je n'en suis pas plus fière pour ça. C'est donc un tout petit fait que je vais vous raconter. J'étais un jour à Londres dans une sorte de home, comme on dit là-bas, destiné à me recevoir à titre d'invité dans un institut qui répand la culture française, dans un de ces charmants petits quartiers éloignés, vers la fin d'octobre, où le temps est radieux, souvent à Londres. C'est ainsi que je reçus une hospitalité dans un charmant petit édifice marqué du style d'un certain conventualisme et d'un conventualisme victorien, une bonne odeur de toast grillé et l'ombre de ces gelées immangeables dont il est usage là-bas de se repaître était ce qui donnait à cette maison son style. Je n'y étais pas seule, j'étais avec quelqu'un qui veut bien m'accompagner dans la vie et dont une caractéristique est une extrême présence à l'unicité et qui, au matin, me dit tout à trac « Le professeur D est là ». Il s'agit d'un de mes maîtres, quelqu'un qui fut mon maître à l'école des langues orientales. C'était fort tôt, le matin. Comment le savez-vous ? On me répondit « Je puis vous dire que le professeur D n'est pas un intime. J'ai vu ses chaussures. » Je dois dire que je ne manquais pas d'éprouver à cette réponse un certain frisson. Et d'autre part, quelque ombre de scepticisme. Je veux dire que le caractère hautement caractéristique d'une individualité dans une paire de croquenots posés là, à une porte, ne me paraissait pas porter des caractères d'évidence suffisants. Mais rien, d'autre part, ne m'avait laissé pressentir que le professeur D pût être à Londres. Je trouvais plutôt la chose du type humoristique, sans y attacher d'importance. À l'heure précoce qu'il était, je me rendis sans plus y penser le long des couloirs. C'est alors qu'à ma stupeur, je vis se glisser en robe de chambre, laissant voir par l'intervalle de ses pans un caleçon long hautement universitaire, le professeur D, en personne, qui effectivement sortait.
Cette expérience me paraît hautement instructive. Je veux dire que c'est par elle que j'entends vous amener à la notion de ce que c'est que le beau. Il fallait une expérience où fut aussi intensément conjointe l'universalité comportant le propre des chaussures chez l'universitaire, avec ce qui pouvait se présenter d'absolument particulier, étant donné la personne du professeur D, pour que je puisse vous faire simplement remarquer que pensez maintenant aux vieux souliers de Van Gogh, dont il nous fit l'image émerveillante qui fait que c'est une œuvre de beauté. Il faut que vous imaginiez les croquenots du professeur D. Ohne Begriff, sans la conception de l'universitaire. Ohne Begriff, sans aucun rapport avec sa personnalité si attachante. Pour que vous commenciez à voir vivre les croquenots de Van Gogh dans leur incommensurable qualité de beau. C'est-à-dire qu'ils sont là, qu'ils nous font signe d'intelligence, si je puis dire, situés très précisément à cette égale distance qu'on vous a indiquée la dernière fois, entre la puissance de l'imagination et le signifiant. Que ce signifiant n'est même plus là un signifiant de la marche, de la fatigue, de tout ce que vous voudrez, de la passion, de la chaleur humaine. Il est seulement signifiant de ce que signifie une paire de croquenots abandonnés, c'est-à-dire à la fois d'une présence et d'une absence pure, une chose, si l'on peut dire inerte, qui est faite pour tous, une chose, par certains côtés, toute muette qu'elle est, qui parle, une empreinte qui émerge à la fonction de l'organique, et pour tout dire, d'un déchet qui évoque le commencement d'une génération spontanée. C'est ce quelque chose qui fait de ces croquenots une sorte d'envers et d'analogue d'une paire de bourgeons qu'il s'agit, comme par magie, de faire que pour nous ce n'est pas de l'imitation. Et c'est cela qui a toujours trompé les auteurs de la paire de croquenots, la saisie de ce quelque chose par quoi, de par leur position dans un certain rapport temporel, ils sont eux-mêmes la manifestation visible du beau. Si cet exemple ne vous paraît pas convaincant, cherchez-en d'autres. Je veux dire que ce dont il s'agit, c'est de montrer ici que le beau n'a rien à faire avec ce qu'on appelle le beau idéal, que c'est à partir de cette appréhension du beau, dans cette ponctualité, cette transition de la vie à la mort, c'est à partir de là seulement que nous pouvons essayer de restaurer, de resituer ce qu'est le beau idéal, à savoir la fonction que peut y prendre, à l'occasion, ce qui se présente à nous comme forme idéale du beau, et nommément, au premier plan, la fameuse forme humaine. Si vous lisez Laocoon de Lessing, qui est une lecture précieuse, assurément riche de toutes sortes de pressentiments, vous le voyez arrêté, pourtant, au départ, devant cette conception de la dignité de l'objet et tout prêt à nous faire sentir non pas que c'est l'effet d'un progrès historique, mais que cette fameuse dignité de l'objet a enfin, Dieu merci, été abandonnée car elle l'a toujours été.
je veux dire que tout le laisse apparaître. Il y a là-dessus des textes d'Aristophane. L'activité des Grecs ne se limitait pas à faire des images de Dieu. Et l'on achetait très cher les tableaux représentant des oignons. Ce n'est donc pas depuis même les peintres hollandais qu'on s'est aperçu que n'importe quel objet peut être le signifiant en question. Celui par quoi vient vibrer ce reflet, ce mirage, cet éclat plus ou moins insoutenable qui s'appelle le beau. Mais si j'ai évoqué les Hollandais, que cela vous soit une occasion de vous rappeler que, si vous prenez un autre exemple, à savoir la nature morte, vous y trouverez précisément, au sens contraire de celui des croquenots de tout à l'heure, commencer à bourgeonner le même passage de la ligne, à savoir que, comme l'a admirablement démontré Claudel quand il a fait son étude sur la peinture hollandaise, c'est vraiment pour autant que la nature morte nous montre à la fois et nous cache profondément ce qui en elle la menace de dénouement, de déroulement, de décomposition, qu'elle présentifie pour nous le beau comme fonction d'un rapport temporel. Aussi bien la question du beau, pour autant qu'elle fait entrer en fonction la question de l'idéal, ne peut se retrouver à prendre les choses à ce niveau qu'en fonction d'un passage à la limite. Je veux dire que c'est pour autant que la forme du corps se présente sous l'enveloppe de tous les fantasmes possibles du désir humain, c'est pour autant que dans cette forme, j'entends forme extérieure du corps, est forcément enveloppé tout ce qui, des fleurs du désir, peut être contenu dans un certain vase dont nous essayons de fixer les parois. C'est pour autant qu'elle est, pour tout dire qu'elle a été, car elle n'est plus, forme divine, que la forme humaine peut encore, au temps de Kant, nous être présentée comme l'idéal, erscheinen, comme la limite des possibilités du beau. Voici donc où nous sommes amenés. C'est à poser la relation de la forme du corps très précisément de l'image telle que je l'ai déjà articulée ici dans la fonction du narcissisme, comme étant proprement ce qui représente dans un certain rapport de l'homme, le rapport à sa seconde mort, le signifiant de son désir, enarges, son désir visible, imeros enarges. C'est là qu'est le mirage central, qui indique à la fois la place de ce désir en tant qu'il est désir de rien, qui est rapport de l'homme à son manque à être, qui indique à la fois cette place et celui qui l'empêche de la voir. C'est ici que quelque chose nous permet de redoubler cette question. S'il en est ainsi, est-ce cette même place, ce même support, cette image, cette ombre que représente la forme du corps? Est-ce cette même image qui fait barrière concernant tout de même l'autre chose, qui est au-delà, et qui n'est pas seulement ce rapport avec la seconde mort, avec l'homme en tant que le langage exige de lui de rendre compte de ceci qu'il n'est pas? Eh bien, il y a la libido,